Bienvenue sur la playlist été du podcast J'ai l'œil du tigre avec cette 8e et dernière escale. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? De parcs d'attractions et à thème versus musée. Ou plutôt des passerelles qu'on peut trouver entre l'un et l'autre par le biais, entre autres, de lieux hybrides comme les centres d'interprétation. Car oui, tous ces lieux ne sont pas si cloisonnés entre eux. Allez, on accroche les ceintures car ça va un peu secouer. Belle évasion au parc. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre qui fait suite à celui de la semaine dernière sur l'équilibre et parfois le déséquilibre entre œuvres d'art et tout autre type de collection par rapport à la médiation, plus particulièrement la médiation outil, autrement dit les dispositifs physiques et ou numériques mis en place pour valoriser ces objets et les faire découvrir aux visiteurs sous différents formats. En mes mots, cette invitation à la réflexion sur nos pratiques fait suite au podcast Pouce sur les bébés au musée, coordonné par Émilie Lebel. Lors des débats, il avait été question, lors de la réflexion sur la médiation à proposer autour des œuvres, d'un dangereux glissement vers le parc d'attractions. Cette peur du parc d'attractions, je la croise très régulièrement dans les projets de création ou de rénovation d'expositions dont je m'occupe. C'est une problématique avec ses nombreux détracteurs que je connais bien car j'ai réalisé mes recherches universitaires et notamment doctorales en muséologie sur le rapprochement entre le musée et le parc d'attractions et à thème qui sont d'ailleurs deux choses très différentes et on va le découvrir dans cet épisode. Souvent, on dit que le musée ressemble ou tend vers le parc d'attractions lorsque les dispositifs de médiation sont tournés vers un trop ludique, entre guillemets, vers l'amusement souvent gratuit au détriment du volet éducatif et pédagogique. On parle aussi parfois de Disneylandisation et de dérive du musée donc. Dans l'épisode 37 de J'ai l'œil du tigre, je vous parlais déjà de cette fameuse Disneylandisation des musées et du monde, de ce qui s'y cachait concrètement. Qu'est-ce que Mickey et Disney avaient à voir là-dedans ? Est-ce que c'est justifié de le mêler à tout ça, le pauvre ? Et je relativisais aussi sur les étiquettes qu'on donne à chaque chose dans notre secteur culturel et muséal. Je vous invite donc à écouter ce podcast 37 ou à le réécouter et à télécharger, si ce n'est pas encore fait, le freebie que je mettais à votre disposition lors de cet épisode à l'époque, mon article complet sur le sujet écrit en 2011 déjà et qui interrogeait ce dangereux glissement du musée vers le parc d'attractions et ou à thème. Tous les liens sont en description. Souvent, comme beaucoup de peurs du parc d'attractions ou de plein d'autres choses, ce qui s'y cache, c'est l'inconnu et la méconnaissance. En effet, l'histoire des parcs d'attractions et à thème se situe en parallèle avec celle du musée. Il y a des passerelles entre ces deux histoires. Le musée s'est inspiré du parc et le parc s'est inspiré du musée. D'ailleurs, je pense que je vous le disais déjà dans le podcast 37, le grand rêve de monsieur Walt Disney était au départ, avant la création du premier Disneyland en 1955, de faire un musée où la dimension culturelle était très forte. Le Futuroscope, avant de prendre le parti d'un parc, était orienté sous la forme muséale, en écho à des équipements contemporains comme la Cité des sciences et de l'industrie, avec une thématique scientifique et une part belle aux nouvelles technologies au Futuroscope.
Ainsi, les frontières entre le parc et le musée sont davantage perméables et subtiles qu'on le pense. Certains parcs eux-mêmes possèdent des collections et se revendiquent une mission d'éducation, notamment culturelle, en proposant aux visiteurs de s'amuser en apprenant, tandis que certains musées souhaitent que le public apprenne en s'amusant. Parfois, l'inversion entre ces termes apprendre en s'amusant et s'amuser en apprenant n'est d'ailleurs qu'une manière de communiquer pour l'un et l'autre, et lorsqu'on analyse en profondeur les aventures proposées, elles sont souvent très proches dans le positionnement des curseurs. Ludique, décor, storytelling, immersion, high-tech, pédagogie, collection et vraies choses, etc., y compris avec les décors de carton-pâte ou des objets vraiment vrais qu'on peut aussi trouver dans les parcs. Donc, bien sûr, on peut toujours coller des étiquettes sur certains équipements et des marges de médiation, au-delà même de la communication autour de ces lieux, parce qu'il faut bien distinguer les deux. La communication autour de ces lieux, tous les slogans, les punchlines, les étiquettes qu'on donne, les noms parfois de ces équipements eux-mêmes, et aussi la réalité des choses avec qu'est-ce qu'ils proposent exactement et quelle est l'identité en fait de ces aventures qu'on propose, des offres de visite. Donc, penser qu'il y a un côté obscur de la force avec les parcs d'attractions et à thème, bien souvent, en fait, coller ces étiquettes, ça reflète donc une méconnaissance des concepts et surtout de nombreuses fausses idées. Le concept de parc lui-même possède une très grande variété d'ailleurs qu'on rassemble sous l'étiquette large de parc de loisirs. Il y a une variété sémantique, thématique et typologique. À titre d'exemple, on parle de parc de loisirs, de parc d'attractions, de parc à thème, mais aussi de parc archéologique, de parc préhistorique, de parc zoologique, animalier, scientifique, de découverte, culturel, récréatif, etc. Donc énormément de champs lexicaux autour du parc avec la grande étiquette parc de loisirs et ensuite différentes ramifications. D'ailleurs, il existe 4 pôles et catégories si on en proposait une classification thématique. Premier thème et catégorie, la nature. Et c'est d'ailleurs l'origine des parcs. D'abord un espace naturel avec des jardins d'agrément, et ça renvoie au Vauxhall 1661, à Prater de Vienne 1766 et au fameux Tivoli 1795, avec ensuite les jardins, les aquariums et ensuite les parcs animaliers. Deuxième catégorie de ces parcs, le sport, avec les parcs aquatiques, les parcs sportifs qui nous intéressent un petit peu moins et qui sont très éloignés des musées. Troisième catégorie, la catégorie fêtes, avec l'histoire des fêtes foraines dont il existe souvent des va-et-vient avec l'histoire du parc, mais aussi l'histoire des musées, l'histoire des cirques, de Barnum, ces fameux musées avec des monstres, avec des créatures étranges, etc. D'où découlent les parcs d'attractions, dont le premier en France est Bagatelle en 1955, contemporain au premier parc Disney finalement. Donc, troisième catégorie, la fête. Quatrième catégorie des parcs, c'est la culture et c'est là que tout se joue, avec notamment les parcs à thème. Donc quand on parle de parcs à thème, on est plutôt dans la catégorie culture, alors que parc d'attractions, on est plutôt dans la catégorie fête. Vous voyez déjà la subtilité entre les deux. Et les parcs à thème, ça renvoie au modèle de Disney justement, où là, la ressemblance avec certaines démarches et structures muséales ou assimilées est beaucoup plus juste. On ne devrait donc pas parler de la peur du parc d'attractions, mais plutôt de la peur du parc à thème. Donc voilà pour la classification thématique des parcs. Il existe aussi une classification par génération de parcs, proposée entre autres par Robert Lancard. Première génération donc, les parcs forains, avec un rassemblement de forains indépendants dans un lieu commun à un moment donné. La deuxième génération de parcs, ce sont les parcs d'attractions, avec un rassemblement d'attractions sur un territoire de manière permanente cette fois. Par exemple, les Luna Park, etc. Troisième génération de parcs, les parcs à thème. Rassemblement d'attractions sur un territoire de manière permanente, possédant un thème commun qui unifie le parc. C'est le cas du parc Disney en 55, mais aussi du parc Astérix, etc., etc., avec un modèle qui va se développer particulièrement dans les années
80 qui est vraiment la génération du déploiement des parcs à thème. 4e génération, les parcs de spectacle de type Universal Studios à Hollywood, parcs ayant pour activité principale l'organisation de spectacles. Et pensez aussi au Puy du Fou par exemple. 5e génération de parcs, le parc de simulation interactive, un parc qui propose des attractions multimédia ou en lien avec les nouvelles technologies, pensez au Futuroscope notamment. Donc on peut voir dans la classification thématique en mémo 1. Catégorie nature, 2. Sport, 3. Fête et 4. Culture, avec notamment le lien avec les musées et notamment autour des parcs à thème. Pour les générations, première génération parc forain, deuxième parc d'attractions, troisième parc à thème, quatrième parc de spectacle et cinquième génération parc de simulation interactive. Pour aller plus loin maintenant dans notre réflexion et analyse des concepts, je vais vous donner quelques définitions de parc à thème, puisque c'est là où que la dimension culturelle est jugée plus forte et donc plus proche du musée qu'un parc d'attractions qui se situe plutôt dans la catégorie fête. La CIPAL, Compagnie internationale des parcs d'attractions et de loisirs, propose la définition suivante sous les termes d'Eric Boult, qui était PDG à l'époque. Un parc de loisirs, conçu sur le modèle de Disney, est un lieu où l'on peut à tout âge et en famille se distraire, s'évader, oublier le quotidien, s'émerveiller, enrichir ses connaissances générales, s'arrêter sur le passé ou imaginer le futur. Si les sensations offertes sont propres à de nombreux autres spectacles et divertissements, la nouveauté vient de les avoir toutes réunies en un seul lieu et de les proposer en libre accès pour un montant forfaitaire relativement bon marché par rapport au temps passé et au nombre d'attractions et d'aventures, partager des moments forts et de détente et d'émotion. L'utilisation d'un thème permet donc une bonne identification du produit, mais aussi d'apporter une cohérence à ce qui pourrait n'être qu'une simple juxtaposition d'attractions. Donc vraiment un lien avec ce thème. Une définition finalement plus provisoire qui était proposée par Essartel et Rochette dans un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Des mondes inventés, les parcs à thème », on nous disait la chose suivante, les parcs à thème sont des espaces urbains à vocation commerciale où les ressources de l'architecture, de l'art et de la technologie, notamment des technologies dites de communication, sont mises au service d'un projet culturel au sens large, cohérent, unissant des attractions susceptibles de satisfaire un large public en lui procurant plaisir, émotion, tout en enrichissant ses connaissances générales. Et ensuite, vous avez aussi une définition intéressante proposée en 1987 par Travis. Un parc à thème est un parc de loisirs commercial de grande dimension qui comprend ordinairement plusieurs sections de présentation thématique à l'intérieur et à l'extérieur, des activités, des amusements et des animations, avec aussi des services alimentaires développés, des boutiques et des services aux visiteurs. Les thèmes peuvent être historiques, géographiques, sociaux ou en relation avec une société future ou avec l'avenir d'une industrie. Jean-Michel Puydebas proposait quant à lui une définition courte du parc à thème allant à l'essentiel, un équipement de vulgarisation culturelle ou scientifique qui traite d'un thème donné. Et là, on n'a pas forcément le regard avec le côté commercial, mais il ne faut pas oublier que ce côté marketing commercial, eh bien, c'est un débat aussi autour du musée avec toute cette dimension non lucrative de l'autosuffisance, etc. Donc vous voyez, finalement, il y a différents termes qu'on retrouve, émerveillement, culture, le fait de proposer un produit, une cohérence autour d'un thème. Donc on sent vraiment que dans les définitions, déjà, on est très proche des structures muséales telles qu'on peut les décrire et avec les enjeux contemporains aujourd'hui en 2022, mais également il y a plus de 10 ans. Je voulais aussi vous partager 2 statistiques intéressantes. 46% du public visite les parcs à thème dans une optique culturelle contre 54% pour se divertir. Ce serait intéressant de comparer ce chiffre avec les motivations de visite d'un musée. À l'inverse, 97% du public des parcs d'attractions y vient pour se divertir. C'est normal, on est dans la dimension fête, on est dans complètement autre chose par rapport au parc à thème où la dimension culturelle est beaucoup plus forte.
Donc finalement, la peur du parc d'attractions et du parc à thème se situe dans le curseur de divertissement. Est-ce que le divertissement est l'un des objectifs d'un musée et d'une exposition en 2022 ? N'est-ce pas un lieu, pour en reprendre la définition du parc à thème de la Cipale, où l'on peut à tout âge et en famille se distraire, s'évader, oublier le quotidien, s'émerveiller, enrichir ses connaissances générales, s'arrêter sur le passé ou imaginer le futur ? Donc mettre tout arbitrairement dans ces cases, sans analyser les qualités intrinsèques des offres proposées sur le plan de la transmission des savoirs, du ludisme, du divertissement, du pédagogique, etc., est une vision finalement très étroite du champ d'expérimentation du musée et de tout autre équipement à connotation culturelle et divertissement. Où est-ce qu'on classe les anciens musées des horreurs, les centres d'interprétation dont je vous parlais dans l'épisode 17 du podcast, les musées où la médiation se résume à la contemplation avec un cartel. Donc il faut vraiment distinguer les étiquettes qu'on donne et la réalité des choses et vraiment creuser tout ça. Il faut réfléchir au cas par cas et ne pas faire des raccourcis trop rapides. Le positionnement de chaque équipement est plus subtil que ça et fonctionner par cases et étiquettes, qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que ça ne prive pas les professionnels comme nous de terrain, d'innovation et d'expérimentation, où on est libre de placer, en fonction des projets, de son contexte et de nos objectifs, les curseurs où bon nous semble, sans qu'il soit question de côté obscur de la force et de rapprochement raccourci, comme entre le musée et le parc d'attractions, puisqu'on voit que c'est beaucoup plus subtil que ça, et surtout, on peut rapprocher plutôt le musée du parc à thème. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans cet épisode, afin d'alimenter votre ouverture sur les équipements qui gravitent aux côtés de l'entité musée, qui elle-même est extrêmement riche et fragmentée, car il existe toutes sortes de musées, toutes sortes de parcs, de positionnements et de combinaisons possibles. Et on voit bien que tout ça est extrêmement perméable. Belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre, avec un nouvel épisode invité la semaine prochaine. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître, à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.